Salut à tous, c'est Karine. Je suis ravie parce que je vous propose un nouveau format auquel je pense depuis plusieurs mois qui s'appelle le Grand Talk de Passion Patrimoine et qui va traiter du contexte, qui va traiter aussi des parcours encore une fois, mais aussi de la façon d'aborder ces thématiques. Ce premier débat, je l'ai voulu sur les crypto-monnaies parce que je me disais que c'était le bon moment après une année catastrophique de revenir sur ces classes d'actifs qui ont été énormément décriées. Soyez avec nous chaque mois, il y aura une thématique par mois. J'espère que vous serez très nombreux et très fidèles au rendez-vous. Premier débat, donc, c'est le grand talk show de Passion Patrimoine. Alors ce premier numéro, eh bien je l'avais rêvé avec des têtes qui sont déjà passées dans mon émission. Et puis aussi des personnes que je n'avais jamais reçues au micro. Je parle bien sûr de mes 3 invités aujourd'hui, mes 3 compères. Eh ben, merci d'être là. Merci Carl Toussaint du Vaste. Bonjour Karine. Salut Carl. Merci de m'inviter. Formateur crypto CGP. Merci Maxime Alazet. Bonjour Karine. Bonjour Maxime, Head of Partnership and Distribution chez CoinHouse et bien sûr Girl Power, puisqu'il fallait un peu de parité, puis aussi parce que je suis ravie de t'avoir. Je t'ai rencontré d'ailleurs à Patrimonia. Il s'agit de Chloé Desenfants, CEO chez Phil Mining et Stellaris. Salut à vous 3, je suis ravie que vous soyez là. Est-ce que ça a été dur de venir ce matin pour ce premier débat? Merci d'ailleurs parce qu'on va le baptiser avec vous. Alors j'espère que vous allez assurer. Chloé, ça a été dur ou pas? Non, pas du tout. C'est un honneur justement de pouvoir faire ce premier format avec toi. Je suis ravie de pouvoir être accompagnée aussi. Il va falloir qu'on assure, nous, les nanas, parce que déjà, la crypto, c'est un monde de pros et compliqué à comprendre. Mais je suis super contente d'avoir une meuf parce que je me dis qu'on va pouvoir un peu s'identifier à toi. Ou en tout cas, tu vas donner des idées ou des vocations. Et vous, alors, les mecs, ça a été dur ou pas? Alors, Maxime. Pas du tout, au contraire, très heureux d'être là, une fois de plus, et merci. Je pense que c'est très important d'avoir des moyens de parler de crypto et d'avoir des vecteurs comme ça de communication sur un sous-jacent qui reste à découvrir pour beaucoup de gens. À découvrir, tu crois qu'il y a encore un besoin de le découvrir? Pour certains, oui. Ouais. Oui. Donc, plus on en parle, mieux c'est. En tout cas, plus on en parle, plus on fait valoir l'intérêt de la crypto. Carl? Ouais, je confirme, il y a encore une très très grande partie des Français et des gens sur la planète qui en ont forcément entendu parler, mais qui n'ont aucune connaissance réelle de ce secteur. Donc il y a une grande phase de conquête et d'éducation à faire en tout cas sur les Français, parce que ton podcast s'adresse surtout aux Français. C'est un actif qui intéresse, qui séduit, qui fait vibrer, mais qui fait peur aussi. Donc c'est pour ça que ce type d'émission permet justement d'aller évangéliser un peu la chose. Non pas que ce soit l'alpha et l'oméga, mais c'est parce que c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Et d'y aller du coup avec un peu de matière. Alors justement, on va essayer de parler en vulgarisant le truc, tu viens de le dire toi-même, que ça soit pas trop technique. Mais en même temps, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, déjà, c'est de vous présenter rapidement un petit peu votre parcours, qu'on comprenne pourquoi vous en êtes arrivé là. Est-ce que ça a été par hasard? Est-ce que ça a été un coup de foudre? Moi, perso, c'est la légende. C'est vraiment la légende de ces mecs, de ces hackers, black box, je sais pas comment on les appelle, du fin fond comme les créateurs d'HP, là, dans leur garage. C'était quoi le coup de foudre? Honneur aux dames, Chloé. Moi, j'y suis arrivée en fait vraiment par hasard. À la base, c'était plus des recherches pour faire des configurations sur PC. Et de fil en aiguille, je suis tombée sur des vidéos qui parlaient de rig de minage. Donc un rig, c'est un boîtier dans lequel vous mettez des cartes graphiques et qui permet du coup de miner de la crypto pour faire un très gros raccourci. Et du coup, de fil en aiguille, voilà, j'en suis venue comme ça. Je suis arrivée dans la crypto par le biais de la machine. Historiquement, chez Phil Mining, on vendait de la machine. Mais c'est quoi ton parcours, Chloé? C'est pas commun pour une nana Alors, il n'y a pas de parcours dans la crypto, j'ai envie de dire. Du coup, non, mais avant. Alors, avant, moi, je suis entrepreneuse depuis plus de 15 ans maintenant. Donc, du coup, c'était pas du tout quelque chose qui était prévu sur mon chemin. J'ai un master en technologie éducative de formation. Donc, rien ne m'amenait normalement vers cet écosystème. C'est vraiment la curiosité qui m'a poussée à continuer à m'y intéresser et puis arriver in fine à monter ma première boîte en fin 2017, début 2018. Donc, okay. Au tout début et en plein hiver des cryptos. Donc, il fallait vraiment, vraiment y croire parce que on a fait tapis en fait. Quelle année? Fin 2017. Ok. Donc, voilà. Et la toute première fois que tu as entendu parler des cryptos, essaye de te rappeler, qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, c'est dingue. C'est vraiment dingue. J'ai essayé de me documenter le plus possible. J'ai lu énormément de choses et j'ai trouvé ça vraiment
Mais au début, quand j'en parlais autour de moi, on me prenait vraiment pour une ovni, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui n'était pas du tout commun, quelque chose qui était dangereux, quelque chose qui était totalement atypique. À ce côté sulfureux, on va en parler justement, parce que c'est toujours d'actualité en fait, encore plus avec l'année qu'on vient de se taper l'année dernière. Karl, c'est quoi ton coup de foot toi, à l'origine avec les cryptos? Non, ce qui est drôle, c'est d'entendre que Chloé découvre les cryptos par des rigs de minage. Ouais. Et c'est parce que pour moi, c'est pas que c'est l'opposé, parce que c'est évidemment très complémentaire, mais j'y suis pas rentré du tout par cette porte-là. Et d'ailleurs, c'est la preuve qu'il y a énormément de choses, parce que souvent on limite ou on contraint les cryptos à la partie asset, actif financier. C'est d'abord une technologie qui permet de faciliter des échanges d'informations de manière quasi instantanée à des coûts très réduits. Et il y a une multitude d'activités qui se déploient autour de ce qu'on appelle vulgairement les cryptos, dont le minage. Pour répondre à ta question, on m'en a parlé la première fois en 2015. C'est un copain qui était ingénieur, qui faisait du minage de Bitcoin, et je n'ai rien compris à ce qu'il m'a raconté. C'est dommage pour moi. Mais après, j'y suis revenu en 2019 parce que je faisais beaucoup de veille, moi, en tant que CGP pour Net Investissement. Je faisais de la veille toujours de produits, de solutions, de nouveautés à apporter pour nourrir ma machine et puis toujours être à l'affût des nouveautés. Et quand j'ai commencé vraiment à tirer le fil, alors pas du tout sur le spectre minage, parce qu'il faut quand même des compétences en codage, il faut des compétences en hardware que je n'avais pas du tout. J'avais plutôt une approche pour le coup très financière. Je voyais là un actif différenciant. Et puis en creusant, je me suis rendu compte de la révolution au sens premier du terme qu'allait apporter cet écosystème, puisqu'il est décentralisé. C'est-à-dire que deux particuliers, deux entreprises, un particulier et une entreprise peuvent maintenant transactionner sans avoir besoin de passer par le fameux tiers de confiance qu'est historiquement la banque. Voilà. En fait, tu parles d'une révolution, et moi je dirais même une révolution mondiale, sociale, culturelle. Il y a quelque chose de l'ordre de l'humanité dans ce mouvement, un peu, tu vois, comme à l'époque le Linux, en fait, on en avait déjà parlé tous les deux, quoi. C'est hyper important. Donc tu avais conscience que c'était quelque chose qui allait secouer le monde, en fait. Ce qui est incroyable, c'est que, bon, nous on voit ça sous notre prisme français, mais 50% des gens de la planète n'ont pas de compte bancaire. D'accord ? Ça fait juste 3 milliards de personnes, en grosso modo, avec les enfants. Bon. Sauf qu'ils ont tous un téléphone portable. Même dans les pays pauvres, il y a des téléphones portables. Et donc, leurs échanges divers et variés de services, de produits, etc., se fait maintenant par... Avant, c'était des crédits, des crédits téléphoniques. En Afrique, par exemple, ils s'échangent, ils se payent en crédit de téléphone. Bien maintenant, les cryptos sont un moyen, parmi d'autres, de transactionner financièrement sans avoir besoin de passer par une banque qui, de toute manière, ne vous aurait pas ouvert de compte. Donc la révolution, c'est ce que tu disais, elle touche toute l'humanité, et ne limitons pas l'analyse ou le prisme des cryptos à leur seule utilisation d'actifs financiers ou de monnaie numérique, on va dire. C'est derrière ça la blockchain. Et la blockchain, elle va révolutionner notre notariat, notre immobilier, notre carnet de santé, nos vaccins, nos diplômes. Enfin, c'est une révolution plus forte qu'Internet, les cryptos. La blockchain. Maxime, ton coup de foudre avec les cryptos, ton premier souvenir, date-le-moi, quelle année? Alors, premier souvenir, 2017. C'est récent, alors. Alors, j'ai commencé à investir parce qu'un copain m'avait dit, je pense qu'il peut y avoir des choses à faire. On me parlait d'ICO, je ne comprenais absolument rien moi non plus. Je me suis dit, en revanche, il se passe quelque chose. Et à ce moment-là, moi, j'étais en finance traditionnelle. Pour te redonner les éléments de contexte, moi, je sors de 12 ans dans une société d'asset management. Et auparavant, j'étais dans une banque d'investissement à l'étranger. Donc, en fait, j'ai un parcours classique de financier. Je veux pas dire boring, mais un peu quand même, quoi. Maintenant, je réalise à quel point c'était boring, même si j'ai eu des expériences fabuleuses parce que j'ai pu monter plein d'activités, voyager. Je déteste la zone de confort, donc ce qui m'a permis chaque fois de m'en mettre en question et de me dire, bon, il y a quelque chose à monter. Avec mon président de l'époque, je lui disais, je peux m'en occuper. Il me disait, ok, go, ta carte blanche et amuse-toi. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et finalement, même ce parcours long en finance m'a toujours permis de m'éclater, d'être libre et de pouvoir construire des choses. Donc ça, c'était génial. Et donc de m'ouvrir un peu à des nouveautés. Et finalement, en 2017, on commence à me parler de ça. Et ensuite, au fur et à mesure de l'évolution de ma carrière, à la faveur d'un changement de structure managériale, moi, j'étais arrivé à la fin d'un cycle et je voulais absolument changer. Ne pas rester sur des sous-jacents classiques. Donc il y avait de l'asset management, du fixed income, de l'equity, de l'immobilier. Je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut que tu fasses le changement. Parallèlement à cela, je savais qu'il y avait une révolution techno majeure en cours. Alors, on parle de révolution technologique, comme vous le disiez, il y a une révolution philosophique, une espèce de prise de conscience sur la réappropriation. Presque intellectuelle, je dirais. Exactement, c'est un choix. Il faut vraiment se dire, certains parlent de corsaire, etc. Mais en fait, on se réapproprie la donnée et cette réflexion me semblait extrêmement intéressante à creuser. Et je me suis dit, bon, j'ai fait de la finance. J'aime la tech, je suis pas tech, donc quoi, je vais pouvoir évoluer et m'éclater.
Et par hasard, on me présente le président de CoinHouse, et là, le coup de foudre a lieu parce qu'il m'a présenté le projet, il m'a présenté les perspectives. J'ai adoré la structure et l'organisation de CoinHouse parce que c'est comme une société de gestion, donc naturellement, j'ai de suite eu pas mal de repères. Et en fait, ils avaient déjà mis en place cette espèce de proximité entre les codes de la finance et cet univers de la crypto, et il fallait développer ça. Ok. Et je me suis dit, ok, là, on est sur quelque chose d'hyper intéressant. Et donc, au-delà du projet entrepreneurial, du projet humain au sein de CoinHouse, il y avait cette capacité à faire grossir une structure et puis à évangéliser du monde. Donc, on revient sur l'éducation, sur le fait de pouvoir ouvrir les chakras, donner des perspectives, parce qu'en gros, le gros de notre boulot, c'est de faire comprendre les enjeux de la crypto. Aujourd'hui, c'est surtout ça. Et comme tu le disais, Karl, ça ne relève pas que d'une partie investissement, c'est tout ce qu'il y a autour, et c'est justement tout ce qui est l'environnement et l'écosystème autour de la crypto me semble hyper fascinant. Ouais, parce que moi j'ai l'impression que les jalons sont là, les bases existent, la réglementation est en train d'évoluer, mais c'est surtout les mentalités qui ont du mal, et d'autant quand on passe des années comme on l'a vu là en 2022 qui ont été très compliquées, où plein de CGP, plein de gens ici m'ont dit bah tu vois, on le savait bien, il fallait pas y aller. Bon, moi j'ai envie de leur dire, vous leur répondez quoi? Parce que là maintenant, bah ils sont un peu dans la merde, quoi. Alors je serais ravi de répondre, c'est la meilleure classe d'actifs, tout actifs confondus depuis sa création. Voilà. Donc c'est très volatile, mais encore cette année, indépendamment des 2 ans de winter bien froid qu'on a eu là, qui était la plus longue phase de winter, c'est plus de 100% de perf sur 12 mois. C'est comme ça, tu peux dire ce que tu veux, mais depuis sa création, c'est la meilleure classe d'actifs. Alors évidemment, il ne faut pas garder ça 3 mois et pas rentrer au plus haut et sortir au plus bas. Mais les logiques de la finance étant plutôt de buy and hold, donc de conserver longtemps, c'est la même chose, a fortiori sur un marché émergent comme les cryptos, c'est la meilleure classe d'actifs. Mieux que l'or, que les actions, que tout ce que tu peux imaginer. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi des mecs qui sont sur des marchés, qui ont l'habitude justement de la volatilité, même de l'approche émotionnelle et de l'impact sur ces marchés, actions, et on a vu les obligues pendant 2 ans, là, qui nous ont fait un crash qu'on n'a jamais connu. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont du mal à aller sur les cryptos qui sont aussi volatiles. Il n'y a pas un problème aussi de différenciation, enfin d'appropriation aussi de ce truc, parce que c'est trop technique. Oui, il y a trop d'anglicisme, il y a trop des mots, on va en parler après, là, qu'on comprend pas. Vous croyez pas un petit peu que c'est aussi un peu rock les cryptos, et un peu intellectuel aussi pour certains, ou trop technique pour d'autres? Sans doute trop technique, ça c'est évident. C'est pour ça que notre rôle premier, en fait, c'est de commencer par le premier step, c'est les former. Nous, on s'en est bien rendu compte chez Stellaris. On avait fait une offre qui était vraiment adaptée. On avait réussi à mettre tous les codes de la gestion privée. On avait réussi à les transverser et puis les mettre sur nos offres crypto. On s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait un vrai souci de formation. En fait, les gens ne comprenaient pas. Donc, premier step, on reprend tout et on redonne des bases. Et en fait, qu'ils y aillent ou qu'ils n'y aillent pas, il faut qu'ils aient ces bases-là. Et ça, c'est très important. Donc, je pense qu'il faut vraiment se former. Même si le CGP n'a pas envie d'y aller, il faut qu'il ait les arguments de dire « je n'y vais pas, pourquoi ?» Et ça, c'est important. Je suis d'accord avec toi, Chloé. J'en ai eu plein ici, justement, qui avaient cette appétence à la formation, cette curiosité, ou qui étaient réfractaires. Moi, je veux qu'on aille plus loin, qu'on pousse le propos. Pourquoi est-ce que... Excusez-moi, vous êtes 3 à ma table. J'ai jamais vu un seul CGP avec vos bracelets, avec des t-shirts un peu comme ça, un style. Il y a un style crypto, vous trouvez pas? Mais qui s'institutionnalise. Mais je reviens aussi sur ce que tu évoquais en termes de perf. Il y a d'autres éléments qui doivent être valorisés et qui commencent à percevoir, c'est que en termes d'outils de diversification, il n'y a pas mieux. Et finalement, en fait, on reste encore pour beaucoup, il reste encore prisonnier de certaines idées reçues, notamment le fait que tu l'as gagné vite et beaucoup, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc une autre idée reçue qu'on doit casser, c'est celle-ci, et leur dire en fait, investir dans la crypto, ce sera le plus gros game changer de votre allocation. En revanche, positionnez-vous sur du long terme. Me parler de crypto en disant je veux gagner et dans 6 mois on en reparle, non, mais c'était déjà la démarche quand j'étais sur l'equity. Ceux qui arrivaient en disant bon, je fais un petit investissement et puis je prendrai ce que je peux au plus vite. Je dis en fait ça sert à rien qu'on discute parce qu'on s'est trompés tous les deux, on s'est pas compris, il faut que tu aies une stratégie long terme. Et à ce titre, je pense que les cryptos, eu égard à la révolution technologique associée et aux perspectives, sur du moyen, long et très long terme, c'est le meilleur outil. Après, tu as le problème de compréhension parce qu'effectivement c'est ultra technique, donc je pense qu'il y a ils sont un peu récalcitrants. Il y a une peur en fait. Une peur totale parce qu'en fait, moi ce que je constate c'est qu'on fait beaucoup de formations comme vous tous et j'imagine que quand vous voyez les gens rentrer dans vos formations et sortir, en fait, ils arrivent un peu renfrognés comme ça, ils ressortent. C'est incroyable. C'est génial, tu sens qu'ils sont ouverts, ils sont heureux, ils ont appris quelque chose. Et là, tu peux commencer à vraiment parler du sujet qui est, là, on a négrossi, on vous a fait comprendre quels étaient les enjeux. Maintenant, on peut rentrer sur des sujets d'allocation pour un CGPI, donc il faut quand même les accompagner en permanence. Et après, leur faire comprendre que
Et après, faire le parallèle aussi avec la manière qu'ils ont d'agir sur les actifs classiques, parce que finalement, tu as l'effet moutonnier, etc. Tu le retrouves aussi dans l'equity. Oui, bien sûr. Moi, j'ai vu tellement... Ou les produits structurés, pareil. Les produits structurés, c'est encore un autre sujet, je pense, parce que produits structurés, tu as un modèle de REM et puis une espèce de sécurité très pépère. En produits structurés, c'est hyper intéressant. Mais c'est tellement facile à vendre et tellement facile à positionner dans une alloc qu'il n'y a pas trop de... Exactement. C'est-à-dire qu'il y a ce côté un petit peu confort. On sait faire, on sait que ça marche, on n'a pas trop à se prendre la tête. Exactement. Et on ne se met pas en danger. Ça, je l'ai vachement ressenti. J'ai maintenant envie de vous entendre sur les choses qui ont avancé, qui ont changé 2023 ou même 2022. Adoption accrue, on a vu que pas mal d'entreprises maintenant, comme Tesla sur les voitures électriques, acceptaient justement les règlements. C'est quoi les faits marquants pour vous là, des 2-3 dernières années, Chloé? Déjà, moi, je me rends compte au quotidien dans mon métier, on est beaucoup plus sollicité par les médias. Ouais. Donc ça veut dire vraiment quelque chose. Sur les salons, c'est pareil. Il y a quelques années, on ne se serait même pas vu prétendre une place à Patrimonial, par exemple. C'est tout bête, mais... Et là, vous aviez un beau stand. Oui, ça fait 2 années de suite. La première année était très compliquée, parce que du coup, il y a eu vraiment le choc des titans, j'ai envie de dire. On n'avait pas le même wording, on n'arrivait pas forcément à s'accorder, etc. On s'est dit, c'est pas grave, l'année prochaine, on revient quand même, mais on revient plus outillé. Et du coup, on est revenu effectivement plus outillé et brandé différemment avec Stellaris. Donc voilà, il y a tout ça. Il y a tous ces grands institutionnels qui rentrent sur le marché. Donc forcément, ça veut dire que l'adoption est en route. Toute cette régulation aussi. Ouais. Là, nous, on est en train de passer notamment notre agrément, mais on est en route vers MiCA. Donc MiCA, ça va vraiment permettre d'uniformiser à échelle européenne toutes ces règles, en fait. Donc et on va plus de confiance aussi de la part des investisseurs. Voilà. Et c'est pareil au niveau des acteurs sur l'échelle européenne. On va pouvoir avoir tous les mêmes standards, en fait. On va pouvoir pratiquer de la même façon, en fait. Et là, ça va être beaucoup mieux. Là, il faut se dire que pour des personnes qui ont envie de rentrer sur le marché de la crypto, si ils ne trouvent pas des choses favorables en France pour des personnes qui sont enregistrées PSAN comme nous, ils vont forcément aller à l'étranger. C'est des gens qui ne sont pas forcément régulés dans leur pays, et c'est là que ça peut devenir très très dangereux, en fait. Donc, Carl, voilà. Il y a deux événements majeurs, dont un qui est encore plus majeur que l'autre. Donc, tu en parlais, Chloé, la réglementation. La réglementation, elle rassure l'investisseur, mais surtout, elle permet aux institutionnels et aux acteurs de la finance de proposer ces solutions qu'ils ne pouvaient pas faire pour des questions internes de réglementation. Okay. Ce qui m'amène à la deuxième chose, qui est pour moi fondatrice de ce qui va se passer à partir de 2024. Les fameux ETF. Donc, je n'ai pas sûrement parlé. Je voulais en parler avec toi. Et le métaverse. C'est le shift. Non, pas le métaverse. Les ETF. Qui vont être ETF, notamment de BlackRock et de Grayscale aux États-Unis, qui sont les deux plus gros fonds de gestion américains, avec la bagatelle de 6 000 milliards pour BlackRock, par exemple. Je ne sais pas si vous imaginez la taille. C'est 2 fois le PIB français. Qui ne pouvaient pas faire investir leurs clients pour des questions de compliance interne. L'ETF étant un produit financier qui réplique un actif sur un marché réglementé, on règle le problème. Et la SEC, la SEC, l'équivalent de l'AMF aux États-Unis, est à 2 doigts de mettre le tampon. On dit que maintenant, ce sera plutôt début d'année, mais on s'en fiche, c'est à la marge, dans 2 mois, on est en début d'année. Ça va être un changement majeur, parce que ça veut dire que toutes les grandes institutions financières du monde, et c'est là qu'il y a 95% du blé, elles sont là, d'accord, vont pouvoir faire accéder à leurs clients et arbitrer 1, 2, 3% de leur portefeuille en crypto-monnaie. Ça va être la révolution, elle est là, elle commence maintenant, le mainstream commence maintenant, l'adoption massive. Est-ce qu'on peut revenir sur la notion justement de réplique d'un indice qui est la base de l'ETF? Comment ça va? Est-ce que tu vois à peu près comment ça va fonctionner? J'ai pas compris ta question. Un ETF, c'est un produit financier qui réplique ce qu'on appelle de la gestion passive. Ça permet de répliquer de manière passivement une valeur, une unité de compte, une matière première. Comment est-ce qu'on va pouvoir la décliner au crypto? Ça va répliquer les résultats ou si tu veux, BlackRock la et perf Grayscale de tel ou tel crypto, en fait, c'est ça. On va prendre le Bitcoin. Ils commencent par ça, de toute façon. Ouais. Ils ne peuvent pas acheter du Bitcoin en direct. Mais ils peuvent acheter un ETF qui réplique le Bitcoin. Okay. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les mecs vont acheter du Bitcoin en parallèle, ça va monter, et l'ETF va monter. Parce que c'est une réplication 1 pour 1. D'accord? Donc, si ça monte de 10, ça monte de 10, ça baisse de 10, ça baisse de 10. Donc, c'est un shadow, un produit financier qui réplique. Sauf que ça leur permet de contourner la contrainte réglementaire qu'ils avaient de ne pas avoir la possibilité d'acheter du Bitcoin en direct et de le faire par un produit financier. Mais là, on est sur des sommes qui sont gigantesques. Gigantesques. Quand tu regardes les volumes des obligations ou des actions ou des produits futurs ou des matières premières, c'est des milliards de dollars qui peuvent se déverser sur le marché, qui, je le rappelle, est à moins on est à 1,5 trilliard au moment où on se parle sur le marché, c'est rien.
Et puis je pense que ce signal des ETF, ça va envoyer aussi un message à des gens qui travaillent déjà et qui investissent déjà via ce biais. C'est un peu comme si on adoube. Voilà, exactement. Comme si on rentrait dans la cour des grands et quelque chose qui est devient stable et qui fréquentable. existe, quoi. Absolument. Maxime, qu'est-ce qui t'a marqué, toi ? Alors, régulation aussi, je pense, puisque l'écosystème est assez jeune. Bon, on va pas dire 15 ans d'existence. On est déjà sur les standards, en tout cas, on le saura l'année prochaine avec Mika, vous l'avez cité, sur les standards de la finance traditionnelle, avec l'équivalent de MiFID appliqué aux actifs numériques. Donc ça, c'est, je pense, un point fondamental. Aujourd'hui, on fait valoir le fait d'être PSAN enregistré, on devrait être agréé bientôt. Mais une fois de plus, nos interlocuteurs ont parfois du mal à comprendre ce que cela veut dire. Et quand on fait le lien avec des éléments de compréhension simples pour eux, directement, la perception qu'ils ont du sujet change et évolue dans le bon sens. Donc ça, c'est fondamental et on attend beaucoup de ces annonces-là. L'autre point qui est important, mais ça relève plutôt de CoinHouse, c'est cette capacité à s'être structuré. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des acteurs qui sont extrêmement sérieux et qui ont compris que cela ne pouvait pas être fait dans un coin, sur une petite structure isolée, etc. Donc, il a fallu apporter une fois plus des gages de sérieux, alors qui relèvent de régulation, on en a parlé, mais après de structuration, de capital, de structure capitalistique de société, de solidité financière, techno, ressources humaines, etc. Et donc tous ces parcours-là aujourd'hui, qui sont propres à CoinHouse et à d'autres sociétés, montrent que les acteurs sont de plus en plus sérieux. Et donc que la proposition et donc l'investissement est à prendre en compte et ne peut plus être isolé parce qu'aujourd'hui, il est presque plus dangereux, plus risqué de ne pas considérer la crypto, de ne pas en faire, plutôt que d'en faire. Et on a beaucoup de discussions aujourd'hui avec des institutionnels ou quasi-institutionnels, notamment des banques, etc., qui nous ont avoué que pendant longtemps, elles disaient « Non, mais quand quelqu'un me demande la crypto, hop, je ferme le rideau, il n'y a plus personne. » Ban. C'est ça. Et moi, j'ai halluciné parce que je discutais avec des gens que je connaissais bien en disant « Mais tu vas rester combien de temps à dire non, en fait ?» Parce qu'en fait, ton client va entendre non une fois, deux fois, trois fois. À la fin, la banque d'en face va dire « Moi, je me suis lancé sur les cryptos. » Surtout que les banques, ça y est, se Exactement, et lancent. tu tires le fil et puis en fait, tu récupères un client. Et puis en termes de démarche, je pense que en termes de volonté d'innovation et de capacité à montrer qu'un établissement financier traditionnel, donc plutôt classique et comme tu disais boring, arrive à proposer de nouvelles solutions, c'est-à-dire qu'il est à la fois à l'écoute du marché, qui comprend les enjeux techno et les enjeux d'investissement et qui est à l'écoute de ses clients. Et c'est ça qui est fondamental. Donc aujourd'hui, tout semble aligné et on attend beaucoup de 2024. Alors il y a les ETF, ça je pense que ça va être génial. Il y a la réglementation, et il y a plein d'autres sujets. Donc, ouais. Et puis il y a le fameux halving, mais Le ça on fameux en parlera, halving. on en parlera plus tard. On va en parler après aussi, comme aussi tout ce qui est SBF, ce genre d'anticriminalité. Mais avant, j'avais envie de vous faire un petit quiz. Allez, parce que j'ai envie de me marrer, puis de voir un peu votre niveau de connaissance. Vous répondez comme ça. Pas besoin de lever la main. Vous répondez... le premier qui sait, il répond. Premier achat en crypto, c'était quoi et c'était quoi le montant ? Des pizzas. C'était en mai 2010. 13 000 10 000 bitcoins. 10 000, ouais, absolument. En quelle année est sorti le livre blanc ? 2009. 2008. 2008, Ouais. Absolument. 5 pays à avoir adopté la crypto en monnaie. Pas forcément en monnaie officielle, mais en tout cas. Salvador, Nigeria, Côte d'Ivoire peut-être, Brésil. Ouais. Alors Japon pour le bitcoin, Ok. Suisse, Malte, États-Unis dans différents États, Singapour et bien sûr Salvador. Comme monnaie officielle d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, ils vont commencer apparemment tout ce qui est business, donc le B2B, Ouais. avec la crypto là. Bon, je compte pas les points là, mais Chloé Non, Carl mais a c'est toujours clair, d'avance. non, Hein. mais on n'est attends, pas là attends. pour ça. Pire année des cryptos. Il y a 6 mois. Ouais, il y a six mois, ouais. Ouais, si, mais ouais. aussi. Allez. Ben, je dirais que Bah, quand t'as eu j'ai 2000, commencé, moi, en 2017, 2018. Ouais, 2018, absolument, avec la correction importante du marché après la hausse de 2017. Ouais, celle-là, elle est marrante. Hein. C'est quoi la crypto préférée des abeilles ? Elle est mignonne. C'est pas un job La qu'on doit se faire honey- entre nous. honey- ça. Ouais, Carl je la connaissais Honeycoin. pas, mais j'ai dit Honeycoin. honey. Ah, Bah ok, oui, ouais, c'est ok, évident. ok. Allez, une phrase pour résumer le process, le Un concept de la grand livre blockchain. de compte. Voilà. Ok. Totalement transparent, immuable et horodaté, enfin quelque chose de totalement accessible. Un canal pair à pair. Ouais, absolument. 3 raisons de ne pas choisir la crypto. Ah, c'est bonne cette question. Ouais. C'est compliqué Ouais, ça. ça c'est Ouais. hyper Est-ce qu'on compliqué. peut Ouais. ensuite on peut casser les idées reçues Ouais. Alors, ça pollue. Tu changes c'est- pas les règles de bon jeu, s'il te plaît. Alors, 3 raisons vraiment pour un investisseur. De ne pas en faire. Ouais, C'est de une ne pas en faire. gymnastique qui est compliquée là. hein, Ouais, pour le mais coup. justement, Ouais. c'est important que vous la fassiez parce que c'est ce qui va permettre ensuite d'aller à contresens. Ok. Il faut faire un effort de compréhension, donc s'impliquer totalement dans la recherche associée à l'investissement. Complexité technique, absolument. Il faut pouvoir gérer la volatilité. Volatilité, Ah ouais, Régulation. régulation. voilà, manque de régulation. Mais ça évolue, on Ah, vient bien d'en sûr. parler.
Vous êtes pas mal, hein. Film cinéma qui se base sur la crypto. Alors là, moi je savais pas, je vous avoue. Pour moi, ça colle totalement au crypto. Ça s'appelle DOP, comme la drogue, la cam. Je vous invite à aller le voir. C'est par Rick Famuyiwa. Pas évident à dire, mais c'est un super film. Plus gros avantage fiscal de la crypto. Flat tax, c'est pas mal. C'est pas mal. Ce qui est déjà. Et en fait, au-delà de ça, c'est une fois de plus un élément de réassurance parce qu'en fait, quand tu parles de flat tax sur la crypto, tu te dis, c'est une fois de plus un élément que les gens comprennent, donc ils disent, ok, c'est une flat tax, donc c'est imposé de la même manière que les autres actifs financiers. Donc c'est un actif financier. En fait, il y a tout un process psychologique de compréhension qui est assez intéressant. Confidentialité aussi basée sur la blockchain décentralisée. C'est difficile de retracer des transacts par les autorités locales. C'est ce qui fait aussi à la fois son atout, mais c'est ce qui fait aussi de la controverse, en fait. Tu as un acteur français qui s'appelle Valtio qui travaille assez proche avec le ministère des Finances, qui t'aide à ta déclaration, parce que quand tu fais beaucoup de transactions à des périodes différentes, c'est très compliqué de retrouver ta valeur d'achat qui oscille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, tu as des acteurs comme ça qui t'aident justement à calculer tes plus-values. Dernière question, les 4 grandes énergies renouvelables, parce qu'on va en parler aussi de cet aspect de transition dans les cryptos. Donc, les 4 grandes énergies renouvelables utilisées pour l'extraction des cryptos. Allez, une chacune, et puis moi, je ferai la géothermie. Ouais, parce que toi, en plus, t'es en plein dedans, là. Géothermie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus? Du coup, ça vient des sols, et l'énergie, du coup, est générée de la sorte. Après, il y a... je vous laisse quand tu parles de géothermie, tu penses au Costa Rica, le volcan, c'est de la géothermie, le volcan? Oui, très certainement. Alors moi, je pratique pas avec ce type de géothermie, mais oui, très certainement, oui. Bon. Max, à toi? Il y a les gaz de torchère. C'est-à-dire? En fait, sur les plateformes d'extraction pétrolière, par exemple, il y a toujours une flamme, je ne sais pas si vous avez vu, qui brûle du méthane, normalement, notamment. Et en fait, des technologies ont été développées pour capter les 50% qui ne sont pas brûlés. Parce qu'en fait, quand on a l'impression que tout le gaz brûle, non, c'est faux, il n'y en a que 50%. Et en fait, certains ont créé une techno pour se brancher, récupérer le gaz qui n'est pas brûlé, et en fait, pour le réintégrer dans un circuit de génération d'énergie. Donc ça, c'est assez fascinant. Et en fait, c'est un élément qui est très peu connu, au même titre que plein d'autres utilisations. Je crois que 60% d'énergie renouvelable aujourd'hui dans la production ou de Bitcoin. Et ça, c'est pas connu. Et en fait, ils vont toujours rester sur la dernière news qui est apparue dans un magazine ou dans un journal. Et il y a plein d'éléments, de nouveautés, de remise en question de l'industrie Bitcoin parce qu'ils ont fait l'objet de beaucoup d'attaques. Alors, légitimes à la base, c'est très consommateur d'énergie. C'est une industrie comme une autre. Et je crois que quand tu fais like for like, c'est plus de 50 fois moins polluant que l'industrie du système de paiement. Ok. Donc, il y a une étude qui est hyper intéressante d'ailleurs là-dessus. Je pourrais te la transmettre. Mais ce sont des éléments factuels. Là, tu vois, c'est pas on a décidé ou on s'est dit que le Bitcoin n'était pas trop polluant. Alors, énergie solaire, évidemment, éolienne sur les sites d'extraction, l'hydraulique, la biomasse aussi, qui vient du bois ou des résidus agricoles, et puis bien sûr des matières organiques, pour alimenter les fameuses chaudières de charbon pour produire l'électricité des super ordinateurs nécessaires qu'on critique au processus d'extraction. Eh ben, vous êtes pas mal, j'ai pas pris de notes, mais je pense que vous avez à peu près tous répondu aux questions. Alors maintenant, moi, je voudrais qu'on revienne sur ce qui fait un peu l'actu, SBF, parce qu'il y a ce souci de la lutte anti-criminalité avec un montant record en 2022 en piratage. C'est qui est le plus fort dans l'anti-piratage? Quel pays, Karl? Je dirais l'anti-piratage, peut-être Hong Kong ou Taïwan, en tout cas les Nord-Coréens. Qu'est-ce que tu en as pensé du procès, toi? Alors tu parles de FTX, non? SBF, Sam Bankman-Fried, bien sûr, FTX, ouais. Il était nécessaire. Ce qu'il a fait n'était pas nécessaire, mais je veux dire, le procès était nécessaire. Ça a bien montré qu'à un moment donné, quand tu fais n'importe quoi, parce qu'il a manifestement fait n'importe quoi, ses condamnations sont très lourdes. C'est pas fini, parce que là, maintenant, il va passer en mode détournement de fonds, escroquerie, etc. 148 ans, et là, potentiellement, 111 ans donc, d'années. c'est dramatique pour lui, mais il a fait n'importe quoi. Et il faut que ce soit un marqueur fort pour montrer que la fête est finie et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Que la décentralisation a l'avantage d'être décentralisée, mais qu'il ouvre la voie au mal. D'accord? Et que c'est pas parce que c'est décentralisé qu'on va laisser le Far West s'organiser. Donc tout ça desservant l'émancipation de cet écosystème, ce procès et sa condamnation doit être très forte pour bien faire comprendre qu'on surveille quand même ce qui se passe et qu'on ne laissera pas faire des abus comme ça. Ouais, je pense que c'est un message fort à envoyer. J'ai envie d'avoir votre conviction profonde. Il l'a fait exprès, il était conscient, il s'est fait avoir par le système. Il est jeune, le mec, en plus. Deux choses, Karine. Ouais. La première,
écoutez-moi bien, c'est important. Il y a 20 fois plus d'escroqueries sur des monnaies réglementées comme le dollar, l'euro ou dans le monde que dans les cryptos. D'accord ? Et ce depuis toujours. Ouais. Mais on aime bien taper sur les cryptos parce que Ouais. bon. Mais les arnaques à la monnaie numérique, pas la monnaie fiat comme le dollar, elle est 20 fois supérieure à ce qui se passe dans les cryptos. Madoff. Oui, puis même, Par exemple. Non, mais pas que y a Madoff, pas que- hein. il y a plein d'arnaques, d'accord donc il ne faut pas taper simplement sur l'ambulance des cryptos. Je ferme Ouais. la parenthèse là-dessus. Maintenant, pour revenir à ta question, je pense qu'il se sentait vraiment intouchable. Il n'avait absolument pas notion de ce qu'il faisait. Je pense qu'il se sentait intouchable. Il s'est pris pour Dieu, je pense, ce mec-là. Moi, je Mais partage ton par avis. naïveté, Je pense hein. pas qu'il l'a fait exactement. Par naïveté, je Ouais. pense qu'il s'est pris lui-même dans un système Ouais. qu'il a instauré et je pense qu'après, il s'est fait dépasser en fait. Bon, on entend que quand même, certains vont être remboursés, pas de la totalité, mais vont pouvoir récupérer, mais au terme de longues années. Mais ce que j'avais envie de savoir, c'était donc pour toi, c'est conscient et inconscient. C'est pas Il est très jeune. forcément... Il Voilà, est il très est très jeune. Madoff, il avait 50 ans quand il a lancé son Ponzi, hein, donc il avait de Absolument. l'expérience. Chloé? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Karl là-dessus. Après, on n'a pas attendu, j'ai envie de dire, la crypto pour que ce genre de choses arrive. Même déjà dans les années 1800, il y avait déjà des scams comme ça. C'est juste qu'avec l'arrivée d'Internet, forcément, et la crypto, ça target plus large en fait, et ça peut attraper plus de personnes Exactement. malheureusement dans les filets. C'est fort dommage. C'est fort dommage pour l'écosystème crypto. Franchement, Ouais. on a bien souffert. On a dû ressortir les rames et puis recommencer à démocratiser, montrer qu'on était des gens safe, des plateformes safe, et ça a été compliqué, je trouve. Ouais. Ça a été très compliqué. En plus, ça a été le sujet qui est revenu énormément sur le tapis. On a l'impression qu'on a parlé que de ça l'année dernière, quoi. Bah, en fait, et après j'écouterai Maxime, ce qui a été déterminant, c'est que je me rappelle quand on a fait le podcast, toi et moi, Karl, t'étais en plein boom, faut le dire. On était ça marchait super bien, l'année cartonnait, et puis il y a eu cette fameuse année 2022 où On a eu voilà, Terra vous êtes Luna, crashés, il y a eu- quoi, voilà. il y a eu 3-4 comme ça. C'est ça. Et puis, il y a eu aussi tellement de contexte aussi géopolitique avec Ouais. tout ce qui s'est passé que les gens se sont réfugiés aussi vers des choses qu'ils maîtrisent, en tout cas qu'ils pensent maîtriser. Et c'était aussi déjà nativement, instinctivement éloigné un peu des cryptos. Et en plus, il y a ce scandale. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a aussi un effet de com', non, Maxime? Effet de com sur... Ouais, on se dit, bon, bah, vous voyez un petit peu à oui, quel oui, point oui, ça oui. peut être dangereux. Exactement. Après, tu l'effet vois. était là. Ça a été donc, instrumentalisé, clairement. Voilà. Et là, je rejoins ce que tu disais, Chloé, sur le fait que des crises, tu en as eu plein, des scams, des escroqueries, tu as eu dans tous les sens, depuis toujours. On peut en reparler, moi je parle assez régulièrement des dérivés au début des années 90, quand on dit c'est le Far West, les cryptos. On regarde le marché des dérivés au début de 90, je pense que c'était pareil, si ce n'est pire, parce que c'était justement une fois de plus adoubé par les autorités financières en disant non mais là attention tout le monde ça a été validé, donc c'est trop facile de taper sur les cryptos une fois de plus, et là je vous rejoins totalement. Je pense que cette crise au final a été très dure clairement, mais a fait du bien alors à l'écosystème. On en a souffert, mais en fait quand tu passes à travers ça au même titre que toutes les autres crises financières, ça assainit le marché, ça permet de remettre des sujets prépondérants et fondamentaux au centre des débats, à savoir la régulation, et de montrer qu'en fait, certains acteurs, certes, sont potentiellement des escrocs de très haut vol, mais il y en a plein d'autres à côté qui font les choses bien, et c'est à ce moment-là que ceux-ci arrivent à sortir du lot et à faire valoir leur expertise, leur manière de travailler, etc. Donc, effectivement, fin d'année dernière, et même l'année 2023, a été ultra dur, parce que ça a stoppé le business. Tous les développements qui étaient en cours, alors là, tu peux dire que les conversations qu'on avait du jour au lendemain, plus personne ne décroche le téléphone. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis. Je voulais vous entendre justement sur comment, en tant que femme et homme, vous avez vécu cette année compliquée. Est-ce que les téléphones se sont arrêtés de sonner, ou est-ce que, au contraire, les gens étaient méga stressés? Est-ce qu'il y a des gens carrément qui se sont repliés? Est-ce que vous avez senti ce stress, Karl? Ah oui, non, mais moi j'ai eu une année 2022 incroyable, mon agenda a été plein. 2023, c'était très très calme en termes de conférences. Comment tu as géré ça d'un point de vue émotionnel? Moi, je fais plein d'autres choses à côté, Ouais, donc voilà, c'est mais bon, pas, bien sûr. j'ai pas besoin de ça pour vivre, si tu veux, mais je le comprends parfaitement, parce que moi, je fais une analyse qui est très sociologique du comportement humain sur le rapport qu'il a avec ce marché. Il y a une image qui circule sur LinkedIn que j'aime beaucoup, bon, que vous avez déjà vu. Il y a deux guichets. Il y a un guichet avec un Bitcoin à 20 000 et un guichet à Bitcoin à 70 000, et tout le monde fait la queue sur le guichet à Bitcoin à 70 000. Donc c'est très simpliste, mais pour dire que ça fait partie du cycle, c'est comme ça, et qu'il y a autant de désert de Gobi quand on est en winter qu'une espèce d'euphorie incroyable. Je demandais à Maxime quand on prenait un café tout à l'heure, voilà, là, depuis 15 jours, 3 semaines, c'est la folie chez Coinhouse, parce que c'est dans le propre de la nature humaine, c'est comme ça.
Voilà. Et en revanche, on recommet les consommateurs, les investisseurs font exactement les mêmes erreurs en crypto-monnaie qu'ils ne le font sur les produits actions classiques. C'est-à-dire qu'ils voient le marché monter. Il y a un phénomène psychologique qui fait « Oh là, je ne veux pas passer à côté ». Ils achètent très cher au point haut et paf, ils se prennent 70% et disent « Ah, c'est de la merde, je sors ». Bon. C'est pareil pour le mining, c'est pareil pour les machines de minage. Les gens achètent toujours les machines quand elles sont très chères. Il faut savoir que le prix d'une machine de minage est corrélé sur le cours du Bitcoin. Donc nous, on ne peut pas sortir des machines... peu cher quand le cours est haut en fait. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Les gens vont se ruer sur des machines et je vous assure que quand on a des stocks limités, c'est très compliqué. Et du coup, les gens vont les acheter très cher alors que quand elles étaient pas chères et que c'était vraiment le moment de les acheter, à ce moment-là, il n'y a pas forcément du monde en fait. Donc ça, c'est vraiment très dommage. C'est l'éducation financière qui manque parce que on le disait, c'est quand même quelque chose de récent. Maxime, donc ça cartonne en ce moment chez toi. Est-ce que tu es conscient qu'il faut profiter des beaux jours ou est-ce que tu te dis que c'est reparti pour 2-3 ans? Comment t'appréhendes le truc? Alors, ça cartonne, c'est progressif. On n'est pas là, on n'a pas les téléphones qui sonnent de tous les côtés quand même. Je préfère. Non, mais Bitcoin caracole. Après quelques petits jours de bas, mais. Exactement. On sent qu'il y a un regain d'intérêt. Alors l'année, une fois de plus, a été ultra compliquée puisque moins de conversations, moins de volonté, moins d'envie, et puis un stress permanent. Donc il y a eu beaucoup d'attaques directes sur l'écosystème. En fait, là, tout le monde le prenait quasiment personnellement. J'ai envie de te poser une question, mais vraiment rien qu'à toi là. Vas-y. Comme si on était tous les deux. Ouais. T'as pas regretté ton choix parce que tu es arrivé tard dans ta boîte. Alors là, on va dire que ta boîte t'écoute pas parler. D'accord. Mais je le vois, il rougit là. Mais d'autant qu'en fait, mais ce qui est vraiment marrant, c'est que tu t'es pas dit, est-ce que j'ai fait le bon choix quoi? Alors ça, ce sera la conclusion. J'ai 2 petites anecdotes, enfin une anecdote avant de te répondre, c'est que j'ai toujours eu, je pense, le pire timing pour arriver sur les marchés. J'ai commencé dans une banque d'investissement en novembre 2007. Waouh, pas mal. Donc là, c'est là que j'ai pris en pleine tête et je me suis dit, mais alors ultra formateur, et là t'es vraiment dans le dur. Et en plus, j'étais dans une banque qui était particulièrement touchée par la crise, pas américaine, française, mais il y avait d'autres sujets associés, donc je ne dirai pas le nom. Donc là, à l'épreuve des balles. Et là, j'arrive au bout de 3 mois, bam, FTX. Je dis, putain, d'accord, pourquoi ça nous tombe encore une fois dessus? Mais finalement, non, a posteriori, pas de regret, parce que si je reprends ce que je disais tout à l'heure, si j'avais été dans une boîte qui n'était pas solide, qui n'était pas structurée, qui n'avait pas plein de choses à valoriser, et qui a la capacité à passer au travers d'une crise, là, j'aurais été déprimé. Mais je me suis dit, ok, c'est pas la première crise que je prends, donc psychologiquement, je peux l'encaisser, et cette espèce de désert des tartares, il se passe plus rien, et tu te dis, bon, on attend. En fait, plutôt que d'attendre, moi, c'était intéressant parce que ça me permettait de construire le business et de poser les bases de ce que je voulais faire ensuite. Donc, ça m'a permis de gagner du temps et de ne pas être trop dans le jus directement. Donc, pour répondre à ta question, non, j'ai pas regretté. Je pense que je suis hyper content d'avoir fait ce choix, d'avoir rejoint l'univers de la crypto et surtout chez CoinHouse. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire qui vont être fabuleuses. Et justement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est le début, c'est maintenant que ça va commencer à bouger. Et donc, sur l'année prochaine, les 3-5 prochaines années, je pense que tout cela va se mettre en place et que ça va partir très fort. Sachant qu'en plus, ça ne se limite pas aux 3-5 prochaines années. C'est-à-dire, moi, je suis persuadé, et je pense qu'on est tous persuadés autour de cette table, que là, on est sur un trend de toute façon qui va tout emporter sur son passage et qui est inéluctable. Alors, moi, j'en suis plus que convaincu. Inéluctable, comme l'intégration des cryptos dans certains services financiers traditionnels, PayPal, Visa, on voit même que les banques s'y mettent, t'en parlais tout à l'heure, Karl avec JP Morgan, et puis je crois que vous êtes en train de sortir vous aussi, mais on n'est pas là pour faire de la com, mais c'est important aussi de dire que voilà, c'est comme des tentacules qui sont en train de ramifier tout cet écosystème et de le standardiser, de le normaliser. Et toutes les banques centrales lancent leur monnaie numérique. Absolument. Alors, ultra centralisée, je l'entends, mais elles épousent la tendance. C'est le sens de l'histoire. Tu ne peux pas lutter contre le sens de l'histoire. J'ai envie de vous poser une question à chacun, et ça sera un petit peu la DER, mais j'ai toujours une DER des DER. Est-ce que c'est pas kiffant de participer à quelque chose en amont, précurseur, qui est en train d'exploser? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de kiff perso, parce qu'au début, vos proches, ils comprenaient ce que vous faisiez? Absolument pas. Toi, je sais que tu as des potes qui ont misé dans les cryptos et qui te sont venus te taper sur la gueule quand ça allait pas, on est d'accord? D'abord, je les ai vachement prévenus de la volatilité, mais n'empêche que quand tu les fais rentrer à 40, que ça monte à 60 et que ça redescend à 17, il faut avoir les reins bien accrochés. Mais pour répondre à ta question, moi, je me sens vraiment comme Noé. Non mais vraiment, c'est quasiment biblique, c'est-à-dire moi Dieu, le Dieu des cryptos, le Dieu des cryptos, la conviction profonde m'est tombée dessus, ça transpire en moi parce que je le vois, je le sens, je le ressens, mais pas d'un point de vue dogmatique, c'est que je vois le truc arriver et que
j'ai raté Amazon, j'ai raté Apple, j'ai raté Google, je raterai pas les cryptos. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de pire que de te dire merde, putain, si j'avais acheté ça à l'époque. Et combien de personnes me disent si j'avais su, ils n'y reviennent pas pour autant maintenant et ils rachèteront quand ce sera à 100 000. Mais cette conviction, elle est tellement en nous, je pense, en nous trois, mais je pense les gens qui travaillent dans cet écosystème, que quoi que ce soit que tu leur dises, ils savent où ils vont, ils savent ce qui va se passer. Voilà. Ça me fait penser à Éric Larchevêque que j'ai eu à ce micro et qui me disait que tout son patrimoine est en crypto et qu'il a tout investi l'année juste avant Ledger dedans. C'est ouf quand même de se dire que il a pris ce pari-là. Et aujourd'hui, on voit là où il en est, quoi. Chloé, toi, comment tu te sens en plus en tant que nana? Moi, je me suis jamais trop posé de questions. C'est vrai qu'on me pose des questions souvent, mais en fait, la question ne me vient pas. C'est que pour moi, c'est quelque chose d'évident. Et en fait, moi, je dis souvent, j'ai foi en Bitcoin. En fait, je sais qu'in fine, alors je sais que voilà, c'est cyclique, il y a des choses, etc. Il va y avoir le halving qui va arriver. Mais bref, je sais qu'in fine, c'est ça en fait. C'est pas, je ne pose pas absolument pas de questions. J'ai une grosse certitude. Donc, tu as des bitcoins, toi? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Ça constitue en ratio combien de ton patrimoine? Ça constitue une bonne partie. Je vois Carl qui se marre, Maxime aussi. Vous allez la voir, la question. Moi, pour la petite anecdote, avant de lancer Filmmining, notamment ma première boîte, j'ai fait tapis sur ma précédente affaire. Donc, j'ai absolument tout vendu avec mon associé qui est mon mari. On a absolument tout vendu. On a fait tapis pour acheter des machines de minage. Je suis maman de 3 enfants. J'avais pas de filet. C'est dingue. Donc, en fait, je me dis à cette époque-là, donc je parle de ça en 2017, je me dis à cette époque-là, maintenant, si je prends du recul, je me dis qu'il fallait vraiment en avoir. C'est la roulette russe quand même. Hein. Mais en fait, j'y croyais. Je me suis absolument pas posé de questions. C'est toi qui as emmené ton mec ou c'est lui qui t'a emmené? Tous les deux. On a commencé ensemble sur le montage de machines et en fait, on a été vraiment passionnés là-dessus et notre première affaire ne nous passionnait plus. Du coup, de fil en aiguille, on s'en est détaché et on arrivait à faire du mining. Mais je me pose pas de questions. Pour moi, c'est quelque chose qui est évident. Maxime, comment est-ce qu'on tombe la veste du banquier boring? En décidant de se remettre en question, tu vois, et en se posant les bonnes questions. Une fois plus, zone de confort, je déteste. Moi, je reste convaincu, en fait, et d'ailleurs, pardon, pour revenir à ton point de départ, quand tu contribues à quelque chose, ça me donne des frissons parce que je me dis, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ça, ce sentiment-là, ça te prend, et enfin, si t'adhères, si t'as envie de... Il y a quand même une dose de challenge que vous avez tous pris. C'est hyper excitant, en fait. Et puis, c'est de dire, quand les gens commencent à en parler, là, on se dit... on en a parlé en amont, mais en fait, les gens ne nous entendaient pas à ce moment-là, en fait. Ils vous comprenaient pas, surtout. Et du coup, là, on sourit doucement, en fait, mais genre, je te l'avais dit, quoi. Mais ça arrive doucement. Ton histoire est géniale, là, sur la prise de risque. Et moi, je me souviens de commentaires de gens, justement, de l'asset management qui me disaient, non, mais tu vas pas faire ça, sérieux. Alors, il y avait tout. Au début, c'était, mais t'es un grand malade parce que t'es bien, t'es dans ton job, tu connais tout le monde, etc. Et après, il venait me voir en me disant, t'es trop fort. T'es un grand malade, mais je pense que quand même, t'es pas. Et comme il voyait que j'en parlais avec une espèce d'excitation, avec les yeux mais écarquillés, en disant, mais ça va être génial, tu comprends pas, je vais t'expliquer, viens, les enjeux sont ceux-ci, là, je découvre un nouvel univers, j'ai plus à porter de costume, je peux mettre un bracelet si j'ai envie, je peux mettre un t-shirt. Non, mais des éléments comme ça. Et maintenant, quand je fais des rendez-vous avec des gens, avec des personnes dans des sociétés avec lesquelles je travaillais ou dans lesquelles j'étais avant, je me dis, ah non, mais heureusement que je suis sorti de ça, parce que il y a un côté décomplexifiant des cryptos, un côté identitaire en fait, je trouve. C'est vrai. Très important. Pareil, même question, même punition. En termes de patrimoine, c'est pas conséquent, mais c'est pas négligeable non plus. Parce que, non, mais moi je veux des chiffres là. Je suis en train de répondre comme un politique. Alors c'est bien, mais entre 5 et 10%. 5 et 10%. Et je vais. C'est pas énorme quand même. Non, c'est pas énorme, mais je fais en phase de progression. Tu vois, j'ai eu pas mal d'autres. Petit à petit. Non, mais parce que. Peut progresser. J'ai eu pas mal de choses aussi en parallèle, tu vois, des investissements dans des boîtes, des choses comme ça. Et en fait, j'ai commencé assez vite à monter une ligne quasiment de 10%. Et que j'incrémente régulièrement. Donc je pense que je monterai à peut-être 20, mais après je veux pas que ce soit perçu comme un conseil, tu vois, parce que là c'est très personnel, si tu veux. Je suis dedans, j'y crois, il faut pas que les personnes on croit plus aux gens quand ils sont dedans. Ah bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs c'est utile pour le business, parce que beaucoup de gens avec lesquels je travaillais avant dans l'equity me disent ok, on en parle parce que c'est toi et que je te connais. Et puis parce que tu sais un peu, tu joues avec tous les jours, tu vois un petit peu les perfs, la volatilité. Carl, j'attends ta réponse. Je me délecte de ta réponse. Allez, pour la petite histoire, pour ceux qui nous écoutent,
Comment je t'ai connue, Karl? Eh ben, en fait, je vais être super franche. Je me suis dit, je vais me lancer aussi dans les cryptos. Je vois ce mec, je vois sa tronche partout, et à la télé, hein, bien sûr. Et je me suis dit, je vais l'appeler. Et au départ, je t'ai demandé de me coacher. Vrai ou pas? Absolument. Voilà. Et c'est puis, pas moi qui l'aurais dit, mais tu le dis. Ça, c'est pas fait, mais ça va se faire. Mais j'ai eu envie, justement, d'y aller et de prendre ce risque avec toi. Et je me rappelle très bien de tout ce que tu m'as dit, en fait. Et parce que tu formes, voilà, pour ceux qui écoutent. Alors, du coup, toi, t'en es où, toi? Moi, c'était très clair. J'ai vendu Net Investissement en 2020 et j'ai mis un tiers. Un tiers. Ma transaction était une très très belle transaction et j'ai mis un tiers. Donc ça représente une somme assez significative. Ouais. Alors, j'ai un tiers en immobilier diversifié sous différentes formes, un tiers en produits financiers plutôt actions structurées et puis un tiers en crypto. Voilà, on diversifie aussi, nous aussi. Voilà. Mais c'est génial. Diversification. Voilà. Allez, je vais vous laisser le mot de la fin. Allez, je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez, dans 5 ans, imaginer en termes de crypto, vraiment comme une avancée révolutionnaire, quelque chose qui pour vous serait déterminant? Allez, Chloé, tu commences. Là, tu me prends de court, là, Ouais. du coup, parce que ça va déjà tellement vite, tout le temps que... Mais un Dans truc 5 ans. qui ferait que la crypto ne serait plus, en fait, sulfureuse. Parce que c'est un petit peu ça, quand même. Hein. Alors, il y a Vas-y, deux Maxime, questions. si dans t'es ta- prête. J'ai une Alors, vas-y, proposition, parce que Maxime. Ça fait partie de mes rêves au quotidien, c'est que les cryptos soient considérés comme des unités de compte. Développe. Et qu'elles puissent être intégrées à des enveloppes fiscales traditionnelles, comme un contrat d'assurance vie, etc. Parce qu'en fait, c'est l'élément manquant qui légitimera définitivement les cryptos comme un support d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, malgré tout... C'est pas possible de le faire, ça. Non, dans les un contrat assurances vie, d'assurance tu peux vie pas en prendre. français, tu peux pas. Là, on réfléchit à des moyens de le faire passer dans les contrats d'assurance vie luxembourgeois via une structure un peu spécifique, etc. Type holding, un truc comme ça. Ou Même pas. tu as ce qu'on appelle des AMC. Enfin, il y a plein de coquilles, des coquilles qui peuvent être logées dans différentes enveloppes. Mais une fois de plus, le fait que ce soit pas reconnu en tant qu'unité de compte, c'est pas que ça jette un peu de discrédit, mais ça apporte pas la légitimité que l'on devrait avoir sur les cryptos. Donc naturellement, ça réfrène un peu beaucoup d'investisseurs qui disent non, mais si je peux pas investir via cet outil qui est en plus le véhicule d'investissement le privilégié des Français, tu dis bon ben. Est-ce qu'on est à la bourre hors du là-dessus en game. France? On n'a pas parlé de ça aussi, l'aspect politique, l'aspect institutionnel, ou est-ce que vous avez l'impression qu'on est quand même... On n'est pas à la bourre. On n'est pas à la Non, bourre. On a les mêmes problématiques partout. Ok. Mm. Karl, c'est quoi qui, pour toi, serait une avancée déterminante? Alors, je ne sais pas si ce serait une avancée, mais je vais dire que dans 5 ans, la capitalisation du Bitcoin sera équivalente à celle de l'or. 10 trilliards l'or. On en a beaucoup parlé de cette corrélation là ces derniers mois. Hein. Je On te a fait donne, un parallélisme c'est mon entre les deux. forecast à Hein. moi, parce Ok. pour différencier de mes camarades. Dans 5 ans, c'est tout à fait possible que la capitalisation du Bitcoin, je parle bien du Bitcoin, qui à lui seul, c'est 54% de la capi globale du marché, Ok. représente celle de l'or. Et qu'en fait, il est pompé tout ou partie de l'or. Ok. Ou pas, hein, d'ailleurs, Ou parce pas, qu'on aura peut-être l'or qui restera, mais en tout cas, je pense que la taille du marché, ce sera de cet acabit-là. Quant à la réflexion de Maxime, moi j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Hesiod, qui a développé un protocole qui permet à des institutionnels de créer leur propre fonds crypto. Donc c'est pas logé en assurance vie, donc il n'y a pas le frottement des arbitrages. Tout l'enjeu, c'est l'arbitrage. Et en fait, le gérant du fonds peut, à 2h du matin un dimanche, arbitrer son allocation au sein de son portefeuille. Ok. Ah mais ça sur le fond je suis d'accord et ça en fait nous on a monté ces modèles là mais c'est qu'après comment tu le retailises en fait parce que le fait que ce soit une unité de compte ça permettrait de rentrer dans les réseaux de distribution retail, donc donner accès, et au final c'est pour donner accès facilement à tous les investisseurs en crypto, parce qu'aujourd'hui ça reste, et une fois de plus c'est un élément de sécurité, parce que tu fais le lien entre un véhicule d'investissement qui est l'assurance vie, qui est hyper connu, et de toute façon qui est le plus gros, comme je le disais, véhicule, avec un sous-jacent qui a toute sa place, je veux dire, dans une allocation, dans un contrat d'assurance vie. Tu as reçu Eric, Ledger est en train de développer des solutions où on n'a plus besoin du hardware de la clé. Je pense que demain, par notamment des encryptages de blockchain, par ton iris, ton ADN ou ton pulse sanguin ou ton empreinte, tu auras ta clé sur ton téléphone. Ton odeur peut-être. L'assurance vie, je pense, l'enveloppe de l'assurance vie est vouée à évoluer. Pas à disparaître, mais à évoluer. Et en fait, on détiendra ces cryptos sur une solution très facile d'accès dans 5 ans. Okay. Je pense qu'on va évoluer, enfin c'est mon point de vue, sur la manière qu'on aura de le détenir. Comme on consomme du téléphone portable, il y a 25 ans, il n'y a pas de téléphone, maintenant on ne peut plus vivre sans, donc c'est devenu une évidence. Ouais, une évidence. Chloé, je t'ai laissé le temps là. Oui, ça ne serait pas tant sur la crypto, ça serait plus sur la blockchain, en fait, le fait qu'il y ait de plus en plus de use cases et qu'on l'utilise de plus en plus. Donc ça serait... dans des domaines un peu plus variés aussi, oui, des secteurs. Que ça soit un inévitable, en fait, Ouais. que ça soit dans le monde du notariat, que ça soit absolument dans tout, en fait, qu'on utilise plus la blockchain et que les gens comprennent l'intérêt d'une blockchain, en fait. Voilà.
Eh ben, merci à tous les trois, c'était passionnant. J'espère que vous avez autant kiffé que moi ce premier grand talk de Passion Patrimoine sur les cryptos. On donne un titre ? Moi, j'avais la lune de miel ou le ressac ou l'effet boomerang. Lequel vous préférez ? Vers l'infini et l'au-delà. Ah Donc, bah voilà. J'aime bien cette citation de Michael Milken, qui est un économiste financier, que j'en parle souvent, je l'ai écrit dans mes bouquins, etc. Les opportunités ne manquent pas, ce qui manque, c'est la vision. Ah, pas mal. Ouais, c'est pas mal, ça. Ok. La lune de miel, c'était pas mal. Ouais, je c'était pas trouve. mal. Hein. Ouais, Très j'aime girly, mais Voilà, j'aimais c'est bien. vrai. Retour en force, quoi. Alors, tu as parlé t'as parlé du summer. Ouais. Là, on est plutôt au spring, au Ouais. début du Ouais. spring. Début Et les du bourgeons spring. sortent Ouais. à peine, hein, À d'accord. mars, Ouais, février, on mars. est fin Les février, début jonquilles. mars, voilà. C'est Il ça. peut y avoir encore du gel. Attention, les gelées là peuvent arriver encore, donc soyez vigilants quand même. Ouais, ça sera le mot de la fin. Merci à vous Merci, trois. Karine. Merci. Je Merci, vous Karine. rappelle que si vous voulez justement contacter ces trois experts qui étaient aujourd'hui avec moi, vous allez sur LinkedIn, Carl Toussaint Duvest, formateur crypto CGP, Maxime Alazet chez CoinHouse et bien sûr Chloé des enfants chez Stellaris et chez Phil Mining. On vous contacte directement. Vous avez un Insta tous les trois, un LinkedIn. Ouais, Oui, LinkedIn, on a LinkedIn. tout ce qui- LinkedIn. Ok, merci à tous Merci, d'avoir Karine. Merci suivi beaucoup. Merci ce à grand tous. talk et à très très bientôt le mois prochain sur les private equity. Ciao ciao.